Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Comme si elle attendait le coup de gueule du député Social Democratic Front, Joshua Nambangui aussi, le sacro-saint principe diplomatique de réciprocité vis-à-vis de l'Europe, l'Afrique lésée du 26 juin dernier commence à se réveiller. Le premier pays africain à acter le principe, c'est le Gabon. Alain-Claude Billy-Bizet vient de demander, par mesure de réciprocité, aux ambassadeurs et consuls de son pays de ne plus délivrer les visas tourisme aux ressortissants des 27 États de l'Union européenne. Au Sénégal, l'on n'apprécie guère l'absence du pays sur la liste des pays autorisés à voyager dans l'espace Schengen. C'est pourquoi Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports, fait savoir que le principe de réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Au Cameroun, pays natal de Joshua Nambangui aussi, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, fait savoir que l'Union européenne a été saisie afin qu'elle reconsidère sa position pour finalement inclure le Cameroun parmi les pays pouvant accéder dans l'espace Schengen. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Réciprocité envers l'Europe, Gabon et Sénégal acte, le Cameroun hésite. C'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour tenter de comprendre ce qui se passe. Nous avons invité en plateau Éric Yambi, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir particulièrement au professeur Lipos. C'est la première fois que nous ferons un plateau ensemble. Je dis également bonsoir à Dr Ananfa, de même qu'à Monsieur Morel, brillant enseignant en Konsamba. Voilà, vous l'avez dit, il est là. Bonsoir, Monsieur le Sénacom. Oui, bonsoir à vous, Serge Alaoutou. Sosten Beda Lipod. Enchanté de vous retrouver ici en plateau. Oui. Je suis souvent invité à votre émission. Surtout beaucoup plus à Yaoundé. C'est à Yaoundé. Les studios de Douala pour votre émission, c'est la première fois. Donc, c'est un bonsoir particulier à tout le monde, ceux qui nous regardent un peu partout. Et surtout, je n'oublie pas, I beg your pardon, just 30 seconds for that. Ce que nous voulons dire, nous avons une quinzaine de prisonniers politiques, dont beaucoup vous suivent d'ailleurs actuellement, et pour des raisons qui relèvent de l'arbitraire à notre avis, ils sont encore dans les geôles, et nous pensons que quelque part leur place n'est pas là-bas. Ils sont des citoyens qui devraient être libres, et surtout qu'eux aussi sont sous la menace du coronavirus, la Covid-19. Et j'ose croire que la réciprocité également peut leur être appliquée en ce qui concerne leurs droits fondamentaux, notamment de citoyens et surtout pour la liberté. Okay. Merci. Voilà, merci. Sosten Beda Lipod, secrétaire national à la communication du MRC. On va tout de suite rejoindre le plénipotentiaire du RDPC. Ce soir, lui, c'est le docteur Patrick Rifoué. Bonsoir, Patrick Rifoué. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux copanélistes et aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, merci Patrick Rifoué d'être là ce soir parce que nous allons parler d'un domaine maîtrisé également, mais on va d'abord dire bonsoir à nos compatriotes. Vous les voyez à l'écran, et ils se trouvent à l'étranger. On va commencer tout près de nous, à Libreville, où nous attend Ulrich Armel Captué. Bonsoir Ulrich. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Vous savez d'ailleurs, Equinox Télévision est une émission culte, vraiment écoutée ici du côté du Gabon par la diaspora camerounaise.
Et d'Equinox ce soir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, Sylvain Vallier-Siewé, il est ingénieur. C'est bien cela? Vous êtes en tenue de travail là? Oui, je suis encore au travail, je n'ai pas encore fini. Voilà. Je souhaitais participer à l'émission avant de rentrer à la maison. Je suis encore, comme vous avez, à Bon, voilà, on va permettre à quelqu'un qui maîtrise les relations internationales que nous avons convié sur ce plateau, Éric Yombi, le sacro-saint principe de réciprocité. En quelques mots. Oui, le principe de la réciprocité vaudrait tout simplement que les mesures qui existent soient évidemment, n'est-ce pas, appliquées par les deux ou plusieurs parties qui existent. C'est évidemment ça de manière très très simple par rapport à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais je crois que nous reviendrons sur des aspects beaucoup plus pertinents au cours de l'émission, oui, quand évoquerons-nous évidemment le fait que le Cameroun met en avant sa diplomatie dite justement de l'apaisement, de même que les autres qui semblent, n'est-ce pas, avoir un autre enthousiasme. On va d'abord aller au Gabon. Ulrich Almel Kouyaté, le ministre Alain-Claude Billy-Binzé n'a pas attendu longtemps, hein? Pas de plus de visa tourisme pour les ressortissants de l'Union européenne. Dites-nous comment... le ministre gabonais... Oui, exactement, c'est Jalin. Le ministre gabonais Alain-Claude Billy-Binzé n'a pas attendu longtemps pour adresser comme ça un communiqué à l'endroit de la communauté nationale et internationale pour appliquer justement cette loi de réciprocité. Il y a entre les mesures que les États de l'Union européenne ont pris contre les autres États par rapport au déplacement des différentes populations. Vous savez, le Gabon, ce n'est pas la première fois qu'il applique une telle mesure vis-à-vis, dans le Conseil des Nations, dans les relations internationales qui lient ce pays qui nous accueille avec les autres nations. Et donc, à ce titre-là, on voit comme ça, dans cet acte-là, comme un vœu du président Ali Bongo qui est vraiment, comment je vais dire cela, vous voyez, le président Ali Bongo, dans son envie de pouvoir mettre le peuple au centre de ses préoccupations, a pris un certain nombre de mesures visant à lutter contre le coronavirus. Et parmi ces mesures, il y a le confinement et avec les mesures d'accompagnement qui vont avec. Alors, aujourd'hui, lorsque le gouvernement gabonais prend cette mesure de réciprocité, c'est dit qu'ils mettent le peuple gabonais au centre des préoccupations des dirigeants en les protégeant justement des cas contaminés qui seront en Europe et qui sont appelés à venir sur le territoire gabonais. Voilà, Patrick Rifoué, le gouvernement camerounais, à travers le ministre des Transports, a fait savoir hier au cours d'une réunion, un comité de suivi du Covid, il a fait savoir qu'ils avaient saisi plutôt l'Union européenne pour voir dans quelle mesure l'Union pouvait reconsidérer sa position. Comment vous comprenez l'attitude des pouvoirs publics camerounais? Écoutez, Serge Alain, comme d'habitude, les pouvoirs publics camerounais sont toujours dans une sorte de demande d'aide. Donc à chaque fois où il faut pouvoir affirmer comme ça son autonomie ou bien son indépendance, on voit toujours que les dirigeants camerounais sont dans cette sorte de demande d'aide perpétuelle. Et donc, c'est avec regret que nous voyons que c'est avec regret que nous voyons le gouvernement camerounais essayer de demander ces mesures d'assouplissement. Parce que lorsque le coronavirus, il faut le dire, s'est manifesté au niveau du Cameroun, on a appelé les dirigeants camerounais à pouvoir fermer les frontières. Fermer les frontières, c'était pour pouvoir contenir le
le coronavirus. Et par la suite, on a bien vu que le gouvernement camerounais ne l'a pas fait. Elle a attendu à son temps, à son rythme, pour pouvoir fermer les frontières. Et donc, avec la venue des Camerounais ou bien des expatriés qui sont venus sur le territoire camerounais par la suite, on voit très bien que c'est à partir de ce moment-là que le coronavirus s'est déclenché du côté du Cameroun. Et lorsque les autres pays, à l'instar du Gabon, ont commencé à prendre des mesures pour pouvoir vaincre cette pandémie, le Cameroun était encore là à hésiter. On a vu comment les dirigeants ont appelé au confinement, un pseudo-confinement, sans toutefois mettre auprès de la population des mesures d'accompagnement vraiment adéquats, ce qui a donné lieu à toutes sortes de laisser-aller possibles. Merci Urich, merci beaucoup. La question était destinée à Patrick Rufoué. On va lui permettre comme ça de faire un peu de ménage autour de lui à la maison. Voilà, ceux qui veulent regarder aussi qui en soient, les enfants. Je vous pose la question, Eric Yombi, cette décision ou bien cette manière de faire du Cameroun. Vous savez, c'est le chef de l'État. Eric, permettez, on va d'abord prendre le Sénégal. Il y a une mise au vue. On va d'abord écouter Sylvain Vanlier-Siewé. Sylvain Vanlier-Siewé, le ministre Alioune Sarr, lui, il ne s'est pas limité au visa tourisme. Il dit exactement ceci: le principe de réciprocité sera applicable à tous les pays ayant pris les mesures à l'encontre du Sénégal. Il ne dit pas seulement visa tourisme. On sait qu'il y a plusieurs types de visas. Le Sénégal est un peu plus dur que le Gabon. Oui, Serge Alain, le Sénégal, c'est une décision à saluer pour moi. Voyez-vous, quand la crise a commencé, le premier cas qui était en Italie, qui est un ressortissant sénégalais de l'Union européenne qui est arrivé au Sénégal. Il est arrivé au Sénégal avec la maladie. Tout le monde, c'est où ça a commencé à déclencher au Sénégal. Nous n'avons pas dit de suite qu'on devait fermer nos frontières. On n'a pas fermé les frontières à l'Union européenne. Si aujourd'hui, Alioune Sarr applique la réciprocité, je trouve que ce n'est que normal. On ne peut pas se permettre d'accepter toujours comme ça. Vous savez, la leçon qu'on doit comprendre, c'est que c'est tout le monde qui est concerné à l'échelle internationale. Donc, la Covid-19, ce n'est pas une histoire d'un pays ou bien de l'Afrique ou bien de l'Europe ou bien de l'Asie. C'est un problème pour tout le monde et on devrait plutôt s'entraider, essayer de voir dans quelle mesure, par exemple, quand vous venez peut-être avec un cas de maladie, un cas de Covid, qu'on essaie de prendre en charge, par exemple. Donc, pour moi, et concernant aussi certains Sénégalais, j'ai rencontré il y a des ressortissants de l'Union européenne à Dakar, il y a plein de ressortissants. Ils n'ont même pas attendu, ils n'ont même pas laissé le temps à ceux-là de rentrer chez eux. Il y a des travailleurs ici au Sénégal, de l'Union européenne, il y a des étudiants sénégalais comme européens qui sont bloqués dans les deux pays. Donc, je trouve que Alioune Sarr, il a pris juste une bonne décision pour moi. Voilà, Sosthène Médard-Liporte. Tout a commencé, on va le dire, le 29 janvier, avec ce coup de gueule du député Joshua aussi, qui demandait comme ça au président de la République d'appliquer la même chose. Mais je ne sais pas si le député avait parfaitement raison, mais j'ai en quelque sorte des doutes quant à la démarche africaine, en général. Voilà, nous sommes... D'ailleurs, je me réjouis qu'il y ait en studio ici un spécialiste des relations internationales, du droit international public, Eric Yombi. Merci pour votre ouvrage. Il est fabuleux, je viens de le parcourir en diagonale. Merci. Ce que je tiens à dire ici, voyez-vous, l'Union européenne, à travers un traité
qui met sur pied ce qu'on appelle là-bas Schengen, le visa Schengen. Le visa Schengen, pour le dire simplement à la majorité des Camerounais, c'est que au sein de l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays qui ont signé un traité, donc un accord, je le dis en toute simplicité, de façon à ce que si vous avez un visa pour aller en France, ou en Italie, ou en Allemagne, qui sont des membres de Schengen, vous pouvez voyager à l'intérieur de cet espace. Libre circulation. Oui, voilà, dans tout l'espace. Et cela concerne aussi tous les citoyens, les résidents, et aussi, bien entendu, les touristes et autres voyageurs. C'est ça donc, ces accords-là. Ils ont une approche multilatérale. C'est-à-dire qu'il y a toute une communauté de puissance, parce que c'est des pays développés. Aucun d'entre eux n'est pauvre. Qui ont signé ce traité. Et ils disent qu'ils sortent une liste pour dire, maintenant que la Covid-19, parce qu'il y a des pics, il y a des rechutes, il y a des repics, les États-Unis connaissent actuellement une situation malheureuse, y compris le Brésil, qui est au même niveau géographique que le Cameroun. Donc le Brésil, c'est les mêmes températures pratiquement que le Cameroun. Les États-Unis aussi un peu vers la Floride, au sud. Donc vous voyez donc que eux, ils ont une approche multilatérale. Et puis il y a un ministre camerounais des Transports, un secteur qui intervient par rapport à l'Union européenne. Mais où est le parallélisme des formes au moins? Même dans les relations internationales, mais attendez, un président de commission africaine ne peut pas s'adresser à vous, ou le Parlement africain, par exemple aux Européens, et l'Union européenne reste quoi? Autrement dit, ne dit rien. C'est ce qui arrive aux Africains. Alors, qu'est-ce que, si au moins le ministre, le premier ministre, chef du gouvernement, en fait c'est le chef de l'État, mais ce n'est même pas lui. Où est l'Union africaine? Voilà. Où est la CEMAC? La CEMAC. Et où est la CEDEAO? Et bien d'autres organisations, bien entendu, pourquoi même pas, y compris africaines, qui s'occupent en matière de transport, si on veut rester dans le secteur. Donc, quand ils voient cela, en fait, c'est une riposte qui ressemble à celle d'un loup solitaire en matière de lutte contre le terrorisme. Ils sont disproportionnés. Oui. Ils doivent se dire là-bas qu'ils sont en train d'aboyer tout seuls là-bas. Le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, l'Union européenne ne peut pas répondre à un ministre par rapport à cette histoire. Parce que là-bas, y compris la France toute seule, ou y compris l'Allemagne toute seule. Parce que eux, ils vont en rang serré, et c'est des puissances. Nous, on va en rang dispersé. Un président confiné, apparemment, il serait apparu aujourd'hui. Vous vous rendez compte, on ne peut même pas réagir. Et cette démarche africaine et camerounaise, elle est mauvaise, elle est dangereuse, elle montre notre vulnérabilité en matière de lutte contre le coronavirus, dont la Covid-19, et cela, bien entendu, n'augure pas de lendemain meilleur. Dans la mesure où ces gens-là, vous savez très bien que la Covid-19 est arrivée au Cameroun par avion. Je crois que c'est un secret de polichinelle. C'est arrivé par avion. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui commande le secteur des avions qui en a le seul maître. C'est maintenant les gouvernants. Et maintenant aussi, dans une approche multilatérale, on peut comprendre si ça s'adresse comme ça aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est certes 50 États américains, mais c'est quand même aussi un seul puissant État. C'est-à-dire que c'est le chef d'État américain qui, en ce moment-là, réagirait. Et même là, il faut faire très attention. C'est une démarche qui est risible. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc nous, en délai de 7 jours, vous allez entendre des réactions. Donc nous interpellons à ce sujet l'Union africaine, minimalement la CEMAC ou la CEDEAO, pour réagir. Voilà. Ceux qui reçoivent aujourd'hui les ambassadeurs ou alors des émissaires qui viennent d'autres pays en tant que chef d'État auraient dû, eux, faire une vidéoconférence ou une audioconférence et, au terme de ce type de réunion, s'adresser directement, ou lors de cette réunion, s'adresser directement à l'Union européenne. L'Union européenne, ok. Voilà, Patrick Rufoué, d'abord Patrick Rufoué, on va terminer avec vous, Eric Gombi. Patrick Rufoué, sur la démarche du gouvernement camerounais qui ne va pas, vous voyez, c'est bien indiqué là, est-ce que le Cameroun hésite à faire comme les autres, le Gabon et le Sénégal? Merci. Je pense qu'il faut déjà se poser la question, est-ce que les autres ont
eu la bonne attitude, est-ce que leur action va être efficace? Je crois qu'il faut préciser aux téléspectateurs qui regardent ce programme que la liste qui a été dressée par l'Union européenne n'est pas une liste contraignante. C'est-à-dire que les pays de la zone Schengen ne sont pas obligés de ne pas recevoir les ressortissants des pays qui figurent sur la liste des exclus, on va dire, c'est-à-dire les 150 et plus de pays qui ne figurent pas sur la liste des 14 ou 15 pays qui ont été admis dernièrement. À l'origine, c'était une liste de 50. Les pays européens n'ont pas pu s'entendre sur cette liste de 50, donc ils ont produit une liste minimale. Et il me semble d'ailleurs qu'un certain nombre de pays se sont déjà désolidarisés de la démarche européenne, le cas d'Italie et de la République tchèque. Je pense que si vous vérifiez, vous vous en rendrez compte. Maintenant, j'ai entendu Monsieur Médal-Lipote critiquer l'attitude du gouvernement. C'est bien de critiquer l'attitude du gouvernement camerounais, qui serait une attitude individuelle, mais elle ressemble, même si elle est différente, elle ressemble à l'attitude du gouvernement sénégalais ou du gouvernement gabonais, qui sont aussi des attitudes individuelles. On a beau dire, on peut appliquer le principe de réciprocité diffuse si on veut, qui voudrait qu'à partir du moment où certains pays européens admettent que les ressortissants camerounais n'accèdent pas à leur territoire, le Cameroun doit également indiquer que les ressortissants de ces pays n'arrivent pas au Cameroun. Maintenant, est-ce que c'est la bonne attitude? Moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne mesure en disant prenez le temps de réviser votre position sur le Cameroun, étant entendu que les critères que vous-même vous avez posés ne s'appliquent pas au Cameroun. Je crois que le premier critère, qui est le critère sanitaire, disait 16 personnes, 16 cas pour 100 000 personnes lors des 14 derniers jours. Et moi, j'ai essayé de faire le calcul. Le Cameroun est à peu près à 14,8 cas. C'est-à-dire, si vous prenez du 15 au 29, puisque la liste a été publiée le 28. Donc, il y a d'autres considérations qui sont entrées en ligne de compte. Est-ce qu'il faut faire la diplomatie des coups de menton qui consiste à dire, oui, ils ont fait une déclaration, ils ne nous ont pas mis dans la liste, allez, on applique la réciprocité? Moi, je dis non. On peut être plus efficace sans faire des grandes déclarations, sans s'aggouder sur des principes comme ceux qui ont conduit à la décision gabonaise ou à la décision sénégalaise. Je tiens d'ailleurs à préciser que le Sénégal, un des piliers de son économie, c'est le tourisme. Donc, lorsque vous prenez une décision comme celle-là, vous pénalisez déjà votre secteur touristique qui est déjà en difficulté. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Donc, même si nous appliquions la réciprocité, je n'ai pas le sentiment que notre tissu économique en souffrirait autant que le tissu économique sénégalais va souffrir du fait que les Occidentaux, qui constituent le gros du contingent touristique, n'arrivent plus là-bas. Maintenant, je serai effectivement sur un autre point, tout à fait d'accord avec Médal-Lipote. La décision européenne est une décision collective. Même si elle n'est pas contraignante, ce sont les 30 pays qui ont pris cette décision-là. Est-ce que face à une décision collective comme celle-là, il est utile, il est efficace de prendre des décisions individuelles? Si vous prenez des décisions individuelles alors qu'en face vous avez un collectif, vous êtes forcément en situation asymétrique. Donc vous êtes en situation de faiblesse. Il serait utile, et ça nous amène à nous interroger sur le niveau d'intégration de l'Afrique. Est-ce que la CEMAC est capable de parler d'une seule voix? Parce que c'est bien de dire, c'est bien de convoquer la CEMAC, mais est-ce que nous sommes suffisamment intégrés pour parler d'une seule voix? Je regardais le journal d'Equinox hier et vous avez fait un super papier sur ce qui se passe à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Nous avons déjà de la peine à respecter au sein de nos propres zones, par exemple la CEMAC, les principes qui gouvernent cette zone. Avec un passeport CEMAC, vous n'avez pas la liberté de circuler partout. Donc, est-ce que si nous ne sommes pas déjà suffisamment intégrés entre nous, nous sommes capables de parler d'une seule voix lorsqu'il y a un interlocuteur comme l'Union européenne? J'en doute. Encore plus si on arrive à un niveau plus important comme le niveau africain. Je ne pense pas que l'Union africaine soit capable de parler d'une seule voix sur cette question-là. C'est regrettable, mais il faut rester pragmatique.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment intégrés pour que les pays, lorsque nous avons affaire à un interlocuteur régional comme l'UE, puissent en Afrique parler d'une seule voix. Merci. Le problème, il est posé. Est-ce que les Africains s'y sont bien pris en allant face à un bloc qui est des gens qui se lèvent de façon individuelle? Est-ce que c'est efficace, Eric Yombi, cette façon de faire? J'aimerais être... Comme a dit Sosten Medad Lupot, où est l'Union africaine? Où est la CEMAC? Où est la CEDEAO? J'aimerais être cynique en disant que c'est bien fait pour les Africains. Mais lorsqu'on l'a dit, on ne résout pas le problème. Je vais vous prendre un exemple simple pour illustrer les choses. Depuis que les présidents Biya, Macky Sall et autres s'expriment, est-ce que vous avez déjà vu derrière ceux-ci le drapeau de l'Union africaine? C'est symptomatique, c'est révélateur du fait que chaque pays n'est pas en ce cas ses deux fesses. Excusez-moi de parler ainsi. La plupart d'entre eux ne font pas la promotion de l'Afrique. L'Afrique a un problème costaud aujourd'hui, c'est tout simplement que nous avons des chefs d'État qui n'arrivent pas à accepter qu'ils doivent travailler ensemble pour que l'Afrique soit forte ensemble. Aujourd'hui, le coronavirus est venu nous rappeler que l'Afrique doit être unie, que l'Afrique doit être forte. Aujourd'hui, si l'Union africaine est faible, c'est parce qu'évidemment, chaque chef d'État aimerait, n'est-ce pas, jouer sur sa souveraineté, s'imaginer que seul, en solo, il peut évidemment, n'est-ce pas, faire avancer l'Afrique. C'est faux. Aujourd'hui, la liste, évidemment, de ces pays autorisés à être sur l'espace Schengen est révélatrice. On a le Maroc, on a la Tunisie, on a l'Algérie, mais ce sont des pays qui sont des destinations importantes pour le tourisme européen. Comment comprendre la présence du Rwanda? Tout simplement parce que c'est un pays qui a réussi, grâce à ses acquis, à se projeter et à se faire respecter sur le toit du monde. Saviez-vous, monsieur Otto, qu'il y a eu une délégation camerounaise il y a quelques années qui était au Rwanda pour prendre des notions sur la notion de passation des marchés. Passation des marchés au Rwanda, des Camerounais qui étaient au Rwanda pour cela. Voilà donc un pays qui se prend au sérieux et qui se projette sur le toit du monde en s'appuyant sur ses acquis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont appris au Rwanda? Les événements récents que nous constatons avec les détournements, la prévarication qui est ambiante au Cameroun ne démontrent que rien du tout. Mais je pense que allons un peu plus loin avec cette réflexion. Ce que nous constatons aujourd'hui, et c'est un besoin qui est urgent depuis 1963, le fameux discours de Kwame Nkrumah, Africa must first unite. C'était le 24 mai 1963. Et ça sonne, ça résonne encore aujourd'hui comme si c'était hier. Il y a un besoin d'unité. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ces chefs d'État préfèrent évidemment garder ce pouvoir, jouer sur le régionalisme, d'accord, pour qu'évidemment l'Afrique soit toujours faible. L'Afrique ne peut pas s'en sortir aujourd'hui face à cette Union européenne qui était un géant, qui a tout pour le rester, sauf si elle accepte évidemment d'être unie. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent, l'Afrique aujourd'hui, c'est 3% dans le commerce international, moins de 3%. L'existence de la zone de libre-échange continentale aimerait porter ce chiffre d'ici quelques années à 15%. Mais la réalité, c'est que l'Afrique n'est pas une entité qui compte. Et si elle n'est pas une entité qui compte, dans évidemment ce jeu de la réciprocité, l'Afrique ne sera pas respectée, elle ne sera pas prise en compte. Vivement que les chefs d'État se réunissent, s'asseyent pour redéfinir ce que l'Afrique doit faire ensemble. Ce n'est pas une réponse esselée avec un certain Jean-Ernest Ngalabibé qui est certes très volontaire, mais il est trop seul face à un géant qui a tout pour le rester, malheureusement. Non, lui, il demande qu'on reconsidère la position. Le Cameroun n'a pas décidé d'appliquer. Je ne dirais pas qu'il n'a pas qualité en ce qui concerne tout ce qui concerne la politique extérieure. Mais évidemment, tout nous rappelle que c'est le chef d'État qui est le grand concepteur. D'accord? C'est un domaine exclusif du chef de l'État, la politique extérieure. C'est le chef de l'État qui lui-même devrait évidemment, n'est-ce pas, gérer ce dossier. Mais nous connaissons l'homme, nous connaissons la trajectoire de l'homme. C'est celui qui a toujours prôné l'apaisement. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, il n'y a pas si longtemps, qu'il est le meilleur élève de je ne sais trop qui? Il va prôner, nous le savons, l'apaisement, attendant certainement qu'une liste
postérieure puisse évidemment... On a dit après 15 jours. Il y a une rien rien ne prouve que d'ici moins de 15 jours, le Cameroun y sera. Mais je pense que la position du Cameroun est celle que nous analysons. Le Cameroun attendra jusqu'à ce que finalement, il fasse partie de cette liste, fatalement. Voilà. Oui, ce que je veux dire, ajouter à la suite de Éric Yombé. Oui, c'est que il faut faire très attention avec cette façon de réagir des Africains, notamment des Camerounais. Nous avons ceci de particulier. Observez, vous avez posé la question concernant le Rwanda. Oui. Kigali est l'une des villes les plus propres du monde. Oui. Vous savez très bien que les mesures barrières sont des mesures de propreté d'hygiène. Oui. Ça, c'est connu, c'est simple. Se laver les mains, tousser dans le coude. La distanciation, elle est très bien respectée chez vous en studio, c'est 2 mètres. Et je tiens à dire que quand vous atterrissez à Kigali, l'aéroport de Kigali est aussi propre que celui de Francfort. Au plus d'ailleurs. Il n'y a pas... et les premières mesures prises en Afrique étaient efficaces. Même des robots ont travaillé à Kigali. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comme celui-là, qui est devenu non seulement un hub économique en Afrique centrale, et qui est devenu, qui appelle des investisseurs. Comment voulez-vous que, en fait, les Européens pensent qu'ils doivent fermer là-bas? Le Sénégal, qui se plaint aujourd'hui, accueille beaucoup de touristes. Voilà. Mais on sait que... C'est ma question. Mais on sait que Pape Diop fait partie. C'est vrai que nous aussi, Manu Dibango, on l'a perdu, pas au Cameroun, c'était plutôt à Paris. Mais il était arrivé pour une autre pathologie. Et il a attrapé, durant son hospitalisation, son internement à Paris, à l'hôpital, la Covid-19. Sur ce plan-là, les 4 pays en question le méritent. Même leurs infrastructures sanitaires le démontrent à souhait. Mais observons ce qui se passe au Cameroun. Il est vrai que même en Europe, en Italie, les chiffres ne sont pas toujours réels. Ils sont souvent sous-estimés. Mais regardons, j'ai suivi une émission, je crois que c'était il y a 24 heures, sur le plateau, où les médecins semblaient s'accorder à ce qu'on est presque au pic et que c'est un plateau. C'était hier. C'était hier. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous observons méticuleusement et nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, au MRC, nous avons attiré l'attention du gouvernement quant à la responsabilité personnelle du chef de l'État de facto, du président de facto. C'était à lui de s'impliquer de facto et d'être présent auprès des populations. Ce qui sauve davantage les Camerounais aujourd'hui. Il y a certes cette disponibilité du corps médical camerounais, les soignants, bravo à vous, mais il y a aussi cette médecine alternative. On a très peu évoqué. Peut-être que si vous invitez des gens de la médecine alternative, c'est-à-dire que nos praticiens qui utilisent la quinine d'origine, oui, de façon dont des produits naturels et consorts, ou bien d'ailleurs Monseigneur l'archevêque de Douala, vous aurez sans doute un autre type de solution. Il faut donc faire très attention parce que les Camerounais en réalité sont très à découvert. Observons les réactions dans les bars, dans la rue. Observons un certain nombre de choses dans les transports publics. Si le ministre Ngalé Bibé avait pris beaucoup plus de mesures sur ce plan-là, il dit heureusement. Et ce qui nous sauve, notre population est jeune. Et ce qui nous sauve aussi, on n'a pas le niveau du tourisme du Sénégal. Si on avait le niveau du tourisme du Sénégal, on serait plus contaminé. Regardez ce qui se passe au Brésil. Bolsonaro qui, vraiment, pardon monsieur le président du Brésil, qui n'a pas été très responsable dans ses attitudes. Il ne met pas de masque en public. D'ailleurs, même le nôtre, les images qu'on voit, il ne met jamais de masque. Mais non, c'est pas bon ça, monsieur le président. Si vous êtes un président, effectivement, mettez votre masque quand vous êtes avec les gens. Donc, sur ce plan-là, c'est pour prêcher par l'exemple. Donc, il n'y a pas qu'un seul facteur numérique, comme j'ai entendu tout à l'heure notre compatriote le dire depuis Dakar, je crois bien. Oui. Non, il y a d'autres considérations d'ordre hygiénique, des mesures barrières, d'ordre même politique, parce que ces gens-là, comme nous d'ailleurs, ont trop peur de mourir. S'il y a peut-être même un bémol, c'est parce que c'est davantage les plus de 70 ans qui sont morts le plus. Et d'ailleurs, ça cause des problèmes aujourd'hui à l'État italien, vous le savez très bien, parce que les familles demandent à être, j'allais dire, presque dédommagées par rapport au délaissement, entre guillemets, de leurs vieillards. Donc, sur ce plan,
Seule une concertation africaine globale peut nous permettre de faire à ce que nous combattions efficacement cette pandémie. Attention, il ne s'agit pas de combattre les acteurs politiques européens. Parce qu'il y a un discours qui va vouloir faire croire que c'est les hommes politiques européens qui ne veulent pas de l'Afrique. Non. Il y a un virus invisible à l'œil nu, même à nos microscopes ordinaires. Le virus, il est beaucoup plus petit. Et sur ce plan-là, c'est lui que nous combattons. Il est invisible. C'est comme la main de Dieu qui frappe très fort. Personne ne le voit, mais on le sent partout avec ses effets pervers. Cette crise sanitaire mondiale est telle que nous devons nous regrouper, être ensemble, un peu comme on est dans nos familles. Expliquons cela de façon facile. Quand en Afrique, on a un malade, les Africains aiment bien rendre tous ensemble une visite à leur malade, soit à l'hôpital, soit à la maison. C'est très bien pour la psychologie, pour l'effet placebo que les médecins connaissent très bien. Donc, sur ce plan, bien entendu, les 4 pays en question le méritent. Nous souhaiterions que le Cameroun y soit, mais je dois dire que... Mais le docteur Etoile disait qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Algérie figurait sur cette fameuse liste. Hein. Parce que parmi les critères, il disait, oui, vu les chiffres, il disait ceci, il faut avoir un taux de nouveaux cas de Covid-19 proche ou en dessous de 16 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Si on s'accroche seulement aux chiffres, donc à l'approche positiviste, celle des chiffres, on n'y arrive pas. Il faut une approche, je peux dire, qualitative. En réalité, ceux qui prennent ces mesures n'accordent pas de l'importance aux chiffres, y compris les leurs. Vous suivez les débats qui ont lieu en Europe, en Amérique, sur les chiffres. Ils savent très bien que les chiffres ne correspondent pas toujours à la réalité. Ils le savent très bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a un autre type de mesures qualitatives, notamment les mesures barrières, la façon de vivre, les formations sanitaires, les prises en charge, à mon humble avis, qui font à ce que... c'est pourquoi moi je suis persuadé en tant que politique que l'approche proposée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, effectivement, qui était de vite saisir le taureau par les cornes depuis très longtemps, là le gouvernement avait été passé à côté, et ensuite maintenant d'introduire tout le monde. Nous au Cameroun on a même interdit à ce que les gens distribuent des masques gratuitement. C'est inacceptable. Okay. C'est cruel à la limite. Okay. Et ces gens entendent cela, ils voient cela, ils n'y comprennent absolument rien et ils disent avant de comprendre, arrêtons d'abord. Ok, on va donc repartir à Libreville. Ulrich Armel, cette décision du ministre Alain-Claude Bilibinzé d'interdire la délivrance des visas tourisme aux ressortissants de l'espace Schengen. Est-ce que pour le Gabon, évoluer en solo comme nos panélistes l'ont dit ici, est-ce que ce n'est pas contre-productif? Que peut le Gabon tout seul face à 27 nations? Des vies humaines. Et la préoccupation des autorités gabonaises, justement, c'est la préservation de ces vies humaines. Je paraphrase comme ça le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a dit, vous savez d'ailleurs qu'il a été frappé par un AVC et que malgré tout, il est au four et au moulin pour pouvoir préserver la vie des Gabonais, parce qu'il l'a dit, disais-je, il n'aurait jamais le sommeil si un Gabonais décède de ce coronavirus. Alors, il est entouré comme ça d'une équipe très forte. Je pense comme ça au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Anissé Mbombo Miyakou, qui fait un travail de monitoring constant pour informer les Gabonais de l'évolution de cette pandémie au quotidien. Je pense également à un ancien ministre d'État, j'ai nommé Guy Bertrand Mapangou, actuel député, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir distribuer des masques, des kits alimentaires à la population gabonaise. C'est dire que derrière le chef de l'État gabonais, qui a mis sur pied, et très tôt, des mesures d'accompagnement fiables visant à confiner les Gabonais à travers, vous savez déjà, la prise en charge
de l'électricité, la prise en charge des factures d'eau et du loyer à hauteur d'un certain montant, de 250 000 pour ne pas le dire. On voit que ce confinement est effectivement est effectif sur le terrain. Et au niveau des hôpitaux, des différents chiffres, comme c'est la guerre des chiffres actuellement, on constate qu'au niveau du Gabon, les cas de décès sont relativement bas. À peu près 42 décès aujourd'hui, si je ne m'abuse. Alors, je disais donc dans mon propos que lorsque les dirigeants d'un pays mettent l'être humain au centre de leurs préoccupations, parce qu'il s'agit là d'un cas sanitaire grave, alors ils sont prêts à prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir faire face à une quelconque invasion de la maladie. C'est pourquoi, justement, le principe de réciprocité a été appliqué tout de suite par l'État gabonais, parce que pour eux, la santé des populations n'a pas de prix. Et comme vos panélistes sur le plateau sont unanimes sur le fait que aller comme ça en rang dispersé pour prendre une décision aussi importante contre le bloc soudé qu'est l'Union européenne, c'est très très contre-productif. Le Cameroun gagnerait à baisser un peu son orgueil, parce qu'il faut le dire, le Cameroun qui est longtemps considéré comme la locomotive de la sous-région, il gagnerait vraiment à baisser un peu son orgueil, à être courageux, pas seulement devant les Camerounais, mais être courageux devant les puissances occidentales pour prendre des mesures fortes comme celle de la réciprocité afin de pouvoir protéger au mieux la population camerounaise. Costin Medal-Lupol le disait à juste titre, lorsque les cas d'arrestation des dirigeants d'un certain parti politique au Cameroun ou bien d'une certaine organisation essayent de distribuer les masques. Et ces masques barrières-là, nous connaissons l'importance qu'ils occupent dans la lutte contre la propagation du virus. Lorsqu'on voit comme ça, à Mondovision, comment on arrête systématiquement les Camerounais qui sont engagés dans cette entreprise-là, alors ces dirigeants des pays européens ne peuvent que se dire à quoi jouent les dirigeants camerounais. Et donc, le Cameroun aujourd'hui ne peut que pleurnicher comme d'habitude. Ils en ont toujours eu l'habitude de pleurnicher, de demander toujours pardon, de demander à ce qu'on puisse assouplir les mesures, au lieu de pouvoir travailler pour le bien de son peuple. Parce que s'il travaillait exactement pour le bien du peuple camerounais, ce peuple camerounais devrait aujourd'hui être totalement guéri, et c'était de bon augure que l'État camerounais devrait, sans se poser des questions, appliquer la réciprocité comme l'a fait le Gabon. Voilà, merci Éric Yombi. Lorsqu'on parcourt la sortie du député Joshua aussi, il dit que nous sommes victimes d'un virus venant de l'espace Schengen et ils ne comprennent pas qu'on nous demande de payer le prix fort. Donc pour lui, l'Europe n'avait pas à prendre une telle décision. Je pense qu'il est dans son droit de le dire, mais nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes dans un monde mondialisé. La vérité des faits, c'est que le Cameroun doit avoir de la contenance pour subir les assauts qui viennent de l'extérieur. C'est de ça dont il est question. Si le Cameroun n'a pas été suffisamment préparé pour affronter les différents problèmes qui se présentent à lui, mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Mais maintenant qu'il est dans le débat, s'il souhaite être dans le débat, la question est celle-ci, et je la pose dans mon livre. Que faut-il au Cameroun pour qu'il soit une entité plus forte sur la scène internationale? C'est de ça dont il est question. Entrons de plein pied dans le débat, dépassionnons le débat et posons les vraies questions.
Que faudrait-il pour que nous soyons plus forts déjà dans la sous-région, parce que le leadership camerounais est contesté. Le Cameroun n'arrive même plus à être une voix prépondérante au sens régional, au sens de l'Union africaine, très loin des initiatives menées avec brio, avec brillance, notamment par Amadou Ahidjo. Ne parlons même pas évidemment de la voix ou alors l'écho du Cameroun sur la scène internationale, j'allais dire sur la scène d'ailleurs hors d'Afrique. Voilà. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Dans un instant, le 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des inquiétudes sur la situation économique de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La CEMAC est en état de récession économique du fait de l'impact de la crise sanitaire et la baisse des cours des principaux produits d'exportation de la sous-région Afrique centrale. Ces préoccupations étaient au cœur des échanges entre les émissaires du président congolais Denis Sassou Nguesso et le chef de l'État du Cameroun. Ils se sont rencontrés au palais de l'Unité à Yaoundé. La teneur des échanges, vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir ce projet de loi controversé régissant les activités culturelles et artistiques au Cameroun. Il y a une levée de boucliers au sein du mouvement culturel. Des artistes et autres acteurs culturels dénoncent ce projet de loi, estimant qu'il est liberticide et favorable à la corruption et donne trop de pouvoir à la tutelle administrative. Face à ces critiques, le gouvernement s'explique dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur la situation épidémiologique du Cameroun. Le pays compte déjà plus de 13 000 cas de Covid-19 officiellement, 11 000 cas guéris selon les chiffres officiels. Pendant ce temps, sur le continent africain, le déconfinement se poursuit avec l'ouverture des frontières sur le plan aérien et le Sénégal qui rejoint le Gabon dans le principe de réciprocité concernant l'exclusion des visas pour les Européens venant de l'espace Schengen. On fait le point dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, dans une trentaine de minutes, madame, monsieur, ce sera la suite Equinox Soir. Deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie de nos invités en plateau. Il y a un autre qui s'est ajouté, c'est le docteur Latir Diouf qui va intervenir depuis Matam. Lui, docteur Latir Diouf, je crois qu'il est avec nous. Bonsoir docteur, bienvenue. Pas encore. Voilà, on va continuer avec le sujet vraiment important. Ouais. On a dit, on se serait attendu à ce que ce soit l'Union africaine qui réponde à l'UE, mais c'est des cas isolés, on va le dire. Donc, c'est quoi? On est condamné à l'échec? C'est des initiatives qui sont vouées à l'échec? Ça ne peut pas prospérer? Je me souviens d'un grand auteur camerounais, africain, qui a écrit un livre intitulé « La malédiction francophone ». Ambroise Camus. Et il y a comme cela, et avec aussi cette malédiction qui s'est métastasée. Et on a déjà aussi les zones anglophones qui sont touchées. Toujours est-il que, voyez-vous, comment se fait-il que ces gens-là autour, vous pouvez être détenteur d'un visa pour aller au Gabon, vous, et puis on vous repousse à la frontière. On vous dit, c'est pas un bon visa, vous l'avez obtenu à l'ambassade, et vice-versa. Pourquoi est-ce que des murs entiers sont construits entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Les chefs d'état-major des armées se rencontrent et les ministres en charge de la défense se rencontrent, et rien ne filtre de tout cela. Mais eux, ils ont des passeports diplomatiques, ils n'ont pas de problème pour voyager. Vous vous rendez compte que, voilà donc, on est au sein des communautés comme celle-là, africaines, et on n'arrive pas, nous-mêmes, à nous entendre, à fonctionner. Que peut le petit Cameroun face à l'Union européenne? Que peut le petit Gabon face à l'Union européenne?
que peut le petit Sénégal face à l'Union européenne? Au moins, en Afrique de l'Ouest, il y a une avancée parce que les échanges... Parce que lorsque vous atterrissez à Dakar, vous pouvez arriver à Abidjan jusqu'à Lagos, pratiquement, sans qu'on vous exige à nouveau un visa. Mais juste des contrôles normaux de police pour assurer la sécurité intérieure dans chaque pays. Voilà donc des situations terribles. Or, le Covid voyage sans visa. Le coronavirus voyage sans passeport. C'est les airs, c'est les êtres humains, c'est des objets même inertes tels que même un stylo à billes. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, au lieu que nous entendions dans nos États en Afrique centrale, y compris le Cameroun, on joue au pitre. C'est des pitreries, c'est des conneries, ça. Il faut le dire sincèrement. Et je tiens à vous dire que de ma position d'acteur politique, notamment du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, si des gens, ceux qui gouvernent au Cameroun, avaient essayé de voir dans le programme de gouvernance de Maurice Kamto, ce qui est écrit en rapport avec la politique publique de santé publique au Cameroun, au cas où, effectivement, nous serions effectivement en responsabilité, on n'en serait pas là. Mais on en est à interpeller, bien entendu, des gens qui distribuent du gel hydroalcoolique, pas électrique, comme l'a dit d'ailleurs. C'est pas possible. Ils sont perdus. Comme l'a dit un ministre de ce gouvernement, et on en est empêché des Camerounais de porter masque. Des sous-préfets qui sont aussi en charge, qui sont de la force publique, en charge de la sécurité, y compris sanitaire des Camerounais. C'est très dangereux. Donc, et vous vous rendez compte que dans les pays voisins, on se moque. On s'en moque. Alors qu'on a vu, même au Gabon, un chef d'État qui, encore peut-être convalescent, on l'a vu actif, même dans un hangar d'aéroport, aller accueillir, recevoir, réceptionner des produits sanitaires pour protéger ses concitoyens. Ça, au moins, voilà des démarches dont on aurait pu en fait s'inspirer, qui sont des démarches qui peuvent être locales, autrement dit nationales. Mais la démarche contre le coronavirus, la Covid-19, est une démarche multinationale. Et je ne dis pas ceci. Certains ont seulement peut-être lu des livres concernant Marshall McLuhan ou le village planétaire. Le sociologue canadien imaginait un monde dans lequel les gens se comporteraient comme dans un village. C'est quoi le village planétaire? La planète, c'est très grand, c'est du gigantisme. Le village, c'est tout petit. Et dans un village africain notamment, on sait ce que le voisin a mangé le matin. On sait si la femme du voisin n'a pas été battue. En fait, parce qu'il n'y a pas de barrière entre les uns et les autres. Il imaginait cela. On en est arrivé là aujourd'hui. La maladie du Chinois du centre de la Chine est la maladie du centre du Cameroun. Est la maladie du Sénégal. Il est donc hors de question de faire comme si, quand on veut combattre cela, on dit on va aller combattre une maladie tout seul. On vient encore entendre aussi dans votre journal comment est-ce que j'apprécie le papier de l'analyste, du commentateur en question. À un moment, il a évoqué le cas sud-africain, où l'Afrique du Sud déjà, en solo aussi, tout seul, ou toute seule, une Afrique du Sud, ce pays-là s'engage, lui, à dire nous sommes des cobayes, livre ses concitoyens à ce jeu-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Faisons attention. Ceux qui vont faire des Camerounais aussi des cobayes n'importe comment, effectivement, ils le feraient au forceps, comme on le fait d'habitude, mais ce serait très dangereux. Donc, cela dit, c'est un sujet d'intérêt public, d'intérêt international, inutile de s'enfermer dans une bulle, parce que l'air qui transporte des virus, des agents pathogènes, cette terre-là, bien entendu, il n'a quasiment pas de frontières. Ok, voilà. On va donc prendre cette fois-ci le docteur Latir Diouf. Il va intervenir depuis Matam, dans le nord du Sénégal. Bonsoir, docteur.
Et vous êtes médecin chef au district de Matam, je l'ai dit. Voilà, une décision prise par votre ministre du Tourisme et des Transports. Il demande que le principe de réciprocité soit applicable à tous les pays ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. On sait, on l'a dit sur ce plateau, que le Sénégal tire une bonne partie de ses revenus de l'industrie touristique. Est-ce qu'une décision comme celle-là n'est pas suicidaire pour le Sénégal? Docteur Diouf. Voilà, on va donc... Eric Yombi, cette situation, vous l'avez dit, hein, les Africains, c'est chaque chef d'État qui veut faire prévaloir son pays. L'unité africaine n'est véritablement pas encore comme celle qu'avaient pensé les pères fondateurs, les Nkrumah et les autres. Vous savez, c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de cet épisode de Nkrumah sur l'estrade, n'est-ce pas, lors de cette fameuse rencontre avec les chefs d'État, Lansine Kaba parle évidemment, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah face à un auditoire suranné. Il parle à des personnes qui ne sont des représentants sans être représentatives de leur population. C'est pour ça que dans sa sémantique, dans ses mots, il fait référence sans cesse au peuple. Parce qu'ayant tâté le pouls, il a bien compris que ceux-là ne portent qu'un projet, c'est-à-dire leur projet. Or, il y a une volonté, il y a une envie, un enthousiasme africain de panafricanisme. C'est de ça dont il est question. Évidemment, beaucoup de chefs d'État ont voulu cette Union africaine, j'allais dire cette organisation de l'unité africaine de 63, où ce serait une sorte de forum. On se rencontre, on discute et ça s'arrête là. Mais les Nkrumah, tout à fait, les Sékou Touré voulaient autre chose, qu'on aille plus loin, qu'on ait une même monnaie, d'accord, qu'on ait un même gouvernement. Et c'est ça qui nous plombe aujourd'hui. Nous avons du mal à être ensemble parce que la sémence qui a été mise au sol, ce n'est pas la sémence qui pourrait évidemment donner des produits dans le sens de l'unité. C'est une semence qui ne peut prôner que la division. Je le rappelle d'ailleurs dans mon livre à partir de la page 214, les mots notamment de Nkrumah, à contrario de ceux d'Amadou Ahidjo, qui se vantait, n'est-ce pas, de vouloir mettre en place une sorte de coopération, notamment avec le président nigérien. Aujourd'hui, l'Afrique doit changer de paradigme. C'est de ça dont il est question. Nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, afin que nous améliorons évidemment cet existant pour donner aux générations futures une autre Afrique. Je pense que ces Africains méritent autre chose, ils méritent un autre projet, loin de ce que nous avons eu jusqu'ici, c'est-à-dire des chefs d'État qui sont jaloux de la souveraineté nationale, mais qui sont beaucoup plus en réalité jaloux de leur poste que en réalité de l'avenir du continent africain. Voilà, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Docteur Latyr Diouf, bonsoir, bienvenue. Je posais la question tout à l'heure, docteur. Le Sénégal, c'est le tourisme et vous avez décidé d'acter le principe de la réciprocité. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour votre pays, le Sénégal? Décidément, on n'a pas de chance avec le docteur Latyr Diouf de Matam. On va faire une troisième tentative. Mais Eric Yombi, on va prendre également le plénipotentiaire du RDPC, Patrick Rifoué. Patrick Rifoué, vous êtes là. Le député SDF a demandé au président de la République d'acter le principe, le sacro-saint principe de la réciprocité. Rien n'est fait jusqu'ici. Oui, bon, écoutez, je pense que la diplomatie des coups de menton n'est pas la plus efficace. Il ne faut pas surréagir à une mesure qui, de toutes les façons, ne contraint pas déjà tous les pays européens. Il faut effectivement regarder quels sont les pays qui vont appliquer ce principe aux citoyens camerounais. Il faut attendre que la demande qui a été émise par le gouvernement à l'endroit de l'Union européenne connaisse une issue. Dans l'hypothèse où l'Union européenne ne
traite pas favorablement cette demande-là, effectivement, dans cette hypothèse-là, on peut s'attendre à ce que le gouvernement acte des mesures de rétorsion. Je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites sur le plateau par Éric Yombi et par Sostène Médard-Lipote. Effectivement, il y a un défi que pose le coronavirus aux pays africains. On en avait parlé sur un plateau que j'ai partagé avec Éric Yombi. C'est la question de l'intégration. Est-ce que, au regard de la situation dont nous débattons, va-t-on sortir de cette situation, va-t-on sortir de la Covid avec une volonté de s'intégrer davantage, c'est-à-dire que ce soit au niveau sous-régional ou au niveau régional, c'est-à-dire, je suivais le reportage qui a été fait tout à l'heure par Equinox lorsque le président de la République recevait les émissaires du président Sassou. Est-ce que le passage de la disparition, la dissolution de la CEMAC dans la CEAC, est-ce que ça va aboutir à plus d'intégration? Est-ce que les Camerounais ne seront plus refoulés de Guinée équatoriale dans ce cadre-là? Parce qu'il ne s'agit simplement de s'agrandir, alors que les règles que nous nous imposons au sein de la communauté sont des règles qui ne sont pas respectées. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où nous sommes capables de faire respecter à tous les États au sein d'une communauté régionale ou sous-régionale les règles que nous nous imposons, effectivement, nous pouvons parler d'une seule et même voix lorsque nous avons affaire à des interlocuteurs externes, en l'occurrence l'Union européenne. Je tiens à vous indiquer que l'approche de l'Union européenne est une approche stratégique, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de morceler les interlocuteurs en considérant que les pays africains vont agir de manière isolée. C'est la même stratégie que la Chine utilise lorsqu'elle traite avec les pays de l'Union européenne. Elle préfère traiter avec les pays individuellement, elle ne veut pas traiter avec l'Union européenne. Mais c'est à nous, pays africains, c'est à nous, États africains, de comprendre que dans le monde qui vient et dans le monde qui est déjà, les pays n'existent pas, nous sommes des nains, c'est-à-dire dans la géopolitique internationale contemporaine, les pays ne vont plus exister. C'est pour ça que les Européens sont en train de se constituer une communauté à 30 parce qu'ils considèrent que la France en face de la Chine, ça ne vaut pas grand-chose, ça ne pèse pas grand-chose. L'Allemagne en face de la Chine, ça ne pèse pas grand-chose. Mais lorsque vous êtes 30, vous pouvez parler et vous pouvez être un interlocuteur valable pour la Chine, vous pouvez être un interlocuteur valable pour les États-Unis d'Amérique. À combien plus forte raison pour les pays africains qui sont des pays plus faibles? Nous ne pourrons pas exister si nous continuons à faire cavalier solitaire. Ça, ce n'est pas possible. Je terminerai en indiquant que, bon, ce n'est pas tout à fait exact de dire que le virus ne voyage pas, le virus n'a pas besoin de passeport pour voyager. Parce qu'en règle générale, ce sont les hommes qui font voyager le virus. Et le virus, ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, il ne traverse pas les frontières s'il n'y a pas, grâce au vent. Non. Ce sont les individus qui transportent le virus d'un continent à l'autre. Donc, s'il n'y a pas de passeports qui sont délivrés, si les voyages ne sont pas faits, si les gens ne traversent pas les frontières, le virus ne va pas circuler. Ce n'est pas sérieux. Je pense que ce n'est pas sérieux de venir faire un certain nombre d'affirmations ici. Une modélisation mathématique a bien montré que la circulation du virus dans l'air n'excédait pas 28 mètres. Ça, c'est dans la pire des hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse où vous toussez. Le virus circule sur 28 mètres. Donc, il n'y a aucune hypothèse dans laquelle le virus peut traverser par l'air, par la force du vent, par le jeu du vent, la frontière camerounaise pour aller au Gabon, s'il n'y a pas l'action humaine. C'est nous qui transportons le virus et si nous ne nous déplaçons pas, le virus ne se déplace pas. Voilà. Comment comprendre cette attitude de Sostène Médard-Lipote? Il y a quand même 50 pays qu'on a mis à la touche, 4 seulement, et il n'y a que 2 qui se sont jusqu'ici montrés. Pourquoi les autres, ils hésitent, ils réfléchissent encore, mais ils attendent les 15 jours lorsqu'on va sortir la prochaine liste. Comment comprendre l'attitude des autres pays africains? Oui, il y a comme une forme de passivité. Oui. La question est intéressante. Il y a comme une forme de passivité. En fait, ça peut arriver qu'ils ne s'y attendaient pas. Que l'Union européenne, planche sur une question pareille
et précise que non, si vous n'avez pas si vous ne remplissez pas les conditionnalités, parce que c'est des conditionnalités dont il s'agit. J'ai entendu des gens dire qu'ils maîtrisaient cela et que c'était juste des chiffres. Non. J'ai vu aussi encore entendre que le virus, lui, il aurait besoin de passeport parce que les hommes ont besoin de passeports. Peut-être que lui, il est arrivé à l'étranger avec son passeport. Nous devons préciser que de très nombreux Africains sont aux Amériques, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Asie, sans passeport. Il y en a qui meurent actuellement dans le désert. Ne vous moquez pas d'eux. Ils sont potentiellement transporteurs de virus. Ils n'ont pas de passeport ni de visa. Donc faites attention lorsque, la critique pour la critique, ça peut paraître un peu comme un jeu, mais faisons attention. Parce qu'ils sont peut-être les plus nombreux. Donc, ceux qui sont arrivés sans passeport et visa. Puisque les statistiques, on l'a su il y a seulement quelques années par rapport au nombre de morts en Libye. Oui. Par rapport à la révélation des pratiques d'esclavage en Libye. Et même d'ailleurs aux frontières tunisiennes, marocaines, ils sont nombreux. Faisons très attention. Et puisqu'il y en a qui arrivent, en fait, le visa est épuisé, et puis ils font tout pour rester. Donc, pour revenir effectivement à cette situation, elle est si difficile que si, disons, les gouvernants de cette partie du siècle, on a dépassé pratiquement le début du siècle, on tend déjà inexorablement vers la moitié de ce siècle, on est quand même en 2020, si, disons, ces personnes-là, en fait, ne prennent pas la pleine mesure de leurs responsabilités, mais il est trop tard. Parce qu'on ne voit pas, même ceux qui semblent les plus éclairés, et qui semblent minimum démocrates, n'en prennent pas la pleine mesure. Vous venez de poser la question, dommage que le docteur... Rifoué non, celui qui est du côté de... Oui, de madame, le docteur Lassir Diouf. Dommage qu'il n'a pas eu à réagir, nous aurions souhaité l'écouter. Mais toujours est-il que le Sénégal, sa richesse est tirée aussi en grande partie quand même du tourisme. Oui. Et c'est les touristes davantage occidentaux. Beaucoup peuvent ne pas venir directement de l'Union européenne. Beaucoup peuvent résider soit en Afrique du Sud, soit au Cameroun, soit du moins dans un pays africain, ou en Asie, ou aux États-Unis, et vouloir aller au Sénégal. Bon, mais ils sont originaires de ces pays-là. Ouais. Bon, peut-être que le gouvernement sénégalais a pris certaines mesures, mais toujours est-il que, faisons très attention, le principe de réciprocité dont il est question, à notre humble avis, devrait davantage être valable dans un contexte ici d'approche multilatérale. Un pays africain, vous savez, toute l'Afrique d'ailleurs ne compte pas pour plus de 3% dans les échanges mondiaux, dans la richesse mondiale. A fortiori maintenant, un pays africain et d'Afrique noire en plus. C'est pratiquement du négligeable. C'est-à-dire que quand vous prenez l'un des États ou l'État le plus riche des États-Unis, la Californie, il n'y a pas de commune mesure en Afrique. Il n'y en a pas. Alors vous vous rendez donc compte que, et puis on se bombe le torse, on sort des muscles face à l'hyperpuissance européenne. À l'autre hyperpuissance peut-être aussi chinoise. Parce que, rassurons-nous, les Chinois, eux, ont au moins reconnu que c'était une mesure barrière, on doit recommencer. Parce que la courbe est montée, on a atteint le pic, c'est redescendu, mais il y a eu des mauvais contrôles, et c'est remonté, et c'est ce qui risque également de nous arriver. Donc faisons très attention à ce sujet-là, parce que c'est un virus, c'est pas le nombre de jours qu'il fait lui dans l'air, mais les hommes, eux, ils bougent. Et ces hommes-là, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de passeport, pour une grande partie. Il ne faut pas négliger cela. Donc sur ce plan-là, et d'ailleurs, il le sait très bien, aux frontières, lorsqu'on interpelle un transporteur clandestin, la première des choses à faire, c'est de voir s'il n'est pas, on l'isole, on le met en quarantaine pour voir, effectivement, s'il n'est pas porteur d'une maladie. Même les voyageurs normaux, vous savez, des vaccinations sont obligatoires, sinon vous ne voyagez pas. Si vous n'avez pas été vacciné, votre canne de vaccination, vous ne voyagez pas. Et comme maintenant, il y a un pays africain qui accepte d'être le cobaye, ça sera le prétexte, bien entendu, à dire... Bah, attendez, si vous n'avez pas de vaccin, d'ici peu, oui, nous ne le souhaitons pas, mais c'est une façon déjà de penser cet avenir-là. Et les Européens, comme les Américains, à travers la lutte mondiale face au virus, sont en train de tester à nouveau la conscience collective des Africains.
Cela veut dire que si un pays européen nous attaque un pays africain et décider, d'un point de vue militaire, ça peut arriver. Oui. Rien n'est exclu. L'histoire de l'humanité est jonchée de conflits les plus inattendus parfois. Attaquer, chacun dirait, mais non, moi je supporte, moi ça me dit rien. Il reste, il ne dit rien, qui ne dit rien consent. Un autre dirait, mais non, je suis contre. Et un autre encore, certains autres diraient, mais tiens, ce qu'il y a lieu de faire, non, on va soutenir le plus puissant, le plus fort. Faisons très attention. Ça commence par la maladie ou la pandémie. Ça peut se poursuivre maintenant aussi par une nouvelle conquête mondiale de ces pays-là. Merci Ulrich, en quelques secondes. Pourquoi le Gabon a décidé de limiter au seul visa tourisme? Est-ce qu'il y a une explication au Gabon? Bien. Est-ce qu'il y a une explication au Gabon? Je ne sais pas. Mais pour revenir, avant de répondre à votre question, pour revenir à ce que disaient rapidement vos deux panélistes sur le plateau, lorsque deux États s'allient pour aller demander pardon à un consortium d'États, ça veut dire que ces deux États-là ne sont pas sur le bon chemin. Alors, le Gabon, quant à lui, en prenant la mesure de réciprocité, je voudrais le marteler, a pris le soin de pouvoir travailler en interne. Et cela est manifeste au niveau de la population. Le président Ali Bongo, il pilote la gestion du coronavirus de façon personnelle. Il s'implique, comme le disait Sosten Medal-Lipot tout à l'heure. Il a réquisitionné tout un stade, le Gabon a réquisitionné tout un stade pour y pratiquer des tests grandeur nature. Figurez-vous, au Gabon, aujourd'hui, pour se déplacer d'une ville à une autre, il faut automatiquement vous faire dépister et vous marchez avec votre résultat de test. Sinon, vous ne pouvez pas vous déplacer d'une ville à une autre. Donc, voilà comme ça, ajouter à plus de 3 hôpitaux de référence que le Gabon a doté la population pour pouvoir prendre efficacement en charge. Malheureusement, le Gabon ne figure pas sur la liste. Merci. Nous voyons très bien qu'ils peuvent se vanter aujourd'hui de faire face, même s'ils sont tout seuls, à l'Union européenne. Donc, moi, je m'attendais à ce que le Cameroun, tout honnêtement, puisse venir vers le Gabon, demander conseil au Gabon. Ok, merci. Merci. Et vice-versa. Merci. Eric Yombi, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Oui, 2 choses. La première, c'est qu'il existe de la part de l'Union européenne des mécanismes de rétorsion, évidemment, pour corriger, entre guillemets, les pays qui seraient têtus. Ça existe dans le cadre de la coopération UEACP avec le Fonds européen de développement qui finance un certain nombre de projets. Alors, donc, les pays qui se montreraient irrévérencieux ou alors têtus pourraient tout simplement être fouettés, n'est-ce pas, par la grande Union européenne. Et je terminerai, n'est-ce pas, par inviter ceux qui sont intéressés par le précédent ouvrage de le retrouver, évidemment. Merci. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous est pris demain pour la dernière de la semaine. Equinox Soir à partir de 19h. Bonsoir. La gare routière Libreville.